Bienvenue dans le débat de France 24. Peut-on bannir la haine d'Internet? C'est ce qu'entend faire le gouvernement ici en France, en partie du moins. Une proposition de loi examinée à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale vise à responsabiliser les groupes comme Facebook et Google qui pourraient être amenés à retirer les contenus manifestement illicites sous 24 heures sous peine de lourdes amendes. Est-ce réaliste ou bien illusoire? On en débat avec aujourd'hui même à mes côtés Ketsia Mutombo. Bonjour, vous êtes présidente et cofondatrice de l'association féministe contre le cyberharcèlement. Également parmi nous, Nora Fraisse, présidente de la Main Tendue, une association de lutte contre les violences et les cyberviolences en milieu scolaire. On va revenir dans un instant sur le drame personnel qui vous a conduite à vous engager. Également parmi nous, Fabrice Epelboin, vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, cofondateur de Yogosha, une société de sécurité informatique. Et puis toujours enseignant à Sciences Po, Karim Amelal, co-auteur du rapport sur la lutte contre la haine, le racisme et l'antisémitisme sur Internet avec Gilles Taïeb et Laetitia Avia. C'est la députée La République En Marche à l'origine de la proposition de loi débattue donc à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Merci à vous quatre d'avoir accepté de débattre. Nora Fraisse, votre fille Marion a donc été victime elle-même de harcèlement. Elle s'est donné la mort il y a 6 ans, un drame que vous racontez dans Marion, 13 ans pour toujours, c'est paru aux éditions Calman Lévy. Marion avait laissé une lettre dans laquelle elle évoquait son calvaire au collège de Brive-sous-Forges dans l'Essonne. Que vous a-t-elle dit ? Elle nous a écrit, elle ne nous écrivait pas à nous en fait, elle écrivait à ses bourreaux et elle disait il faut que ça s'arrête. Elle écrivait parfois au présent et c'est là qu'on a découvert avec sa lettre qu'elle vivait du harcèlement dans son établissement mais également sur les réseaux sociaux. Et moi j'ai découvert avec ce qu'était le harcèlement, c'était en 2013 il faut le rappeler. Et depuis 6 ans, à travers l'association Marion la Main Tendue, on combat, on prévient, on a milité pour qu'il y ait la création de la journée non-harcèlement qui a lieu en novembre maintenant, la création du numéro court d'aide aux victimes le 30-20, on intervient dans les établissements, on soutient les victimes, parce que c'est un vrai fléau, mais qui n'est pas un fléau français, qui est un fléau mondial, qui touche 246 millions d'enfants. Donc, en tout cas, on s'attarde sur la France, mais on travaille aussi avec l'Europe. 700 000 jeunes disent avoir fait l'expérience du harcèlement à l'école ici en France, 5%, dans 5% des cas, des formes sévères de violence physique ou morale que taisent en l'occurrence, les victimes, vous-même, vous l'avez découvert trop tard. Oui, absolument. Mais pour que les victimes parlent, il faut pouvoir recueillir la parole. Et pour parler, il faut savoir ce qu'on vit. Donc, difficile pour un enfant de dire « je suis victime de harcèlement » puisqu'il faut poser des mots sur des mots MAUX. Et ces enfants, et même des adultes, parfois sont dans la souffrance et n'arrivent pas à décrire ce qu'ils vivent. Ils savent que c'est quelque chose qui est anormal, qui les fait souffrir, mais qui est banalisé. On en parlera peut-être tout à l'heure sur la banalisation des violences, et notamment les violences psychologiques et les rumeurs via les réseaux sociaux, mais pas seulement, parce que quand on parle sur Internet, on pense toujours aux réseaux sociaux, mais ce sont aussi beaucoup les SMS, les messages privés anonymes et les groupes privés, Messenger, WhatsApp et d'autres. Donc il faut alerter. Pour dire il faut recueillir la parole, parce qu'on dit souvent aux enfants il faut parler, mais dire quoi? Et puis les adultes n'y arrivent pas. Donc c'est à nous, c'est une coéducation. Et les enseignants eux-mêmes, qui sont souvent au plus près des élèves, ne le détectent pas non plus? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pour bien comprendre le mécanisme du harcèlement à l'école, qui est un harcèlement à part, il agit, c'est une relation triangulaire et il y a une meute. C'est vraiment ça qui différencie du harcèlement entre époux au travail. C'est un groupe, donc on a une relation déséquilibrée. Et c'est toujours à l'abri du regard des adultes. Et les réseaux sociaux, c'est un des éléments complémentaires pour agir. Donc c'est vrai que c'est un harcèlement qui est difficile à identifier parce qu'il est invisible. Mais pour l'identifier, il faut être formé, il faut être aguerri et il faut être vigilant. Et ça, c'est un travail de fond qu'on doit tous faire. Internet, les réseaux sociaux, ça joue le rôle d'une caisse de résonance. En l'occurrence, ça a un effet démultiplicateur sur le harcèlement? Oui. Parce que la victime a le sentiment que l'ensemble de ses congénères et que la terre entière est au courant et qu'on ne va pas pouvoir l'arrêter. C'est un tsunami. Donc il faut qu'on forme et qu'on explique que c'est possible de l'arrêter. Il faut aussi faire de l'éducation aux médias et se dire que les réseaux sociaux et Internet, c'est un formidable moyen de communication, mais que si c'est mal utilisé, ça peut être... Vous le pensez vous-même toujours aujourd'hui, franchement? Les réseaux sociaux? Oui. Moi, je les utilise beaucoup et je n'ai pas de soucis. Alors, je croise les doigts. J'ai une page Facebook suivie par 27 000 personnes. Il n'y a quasiment pas de modération. Dès le début, on a dit qu'ici, c'était un moment d'échange, qu'on pouvait dire les choses sans être vulgaire. C'est possible. Je pense que quand nous, on écrit des choses en tant qu'adultes, on montre le chemin, qu'on peut dire des choses graves, importantes, sans insulter.
on participe aussi à la bienveillance, à la bientraitance, aussi sur les réseaux sociaux. Mais c'est notre responsabilité d'adulte. Il faut qu'on soit exemplaire, vraiment. Le drame de Marion, à travers elle, de tous les enfants harcelés, a été porté à la connaissance du public, grâce notamment à vous, madame. Il y a d'autres cas aussi de harcèlement sur Internet. On en a eu connaissance à travers des exemples, notamment celui de la Ligue du LOL, un groupe Facebook créé dans les années 2000, accusé par de nombreuses victimes de s'être livré à des actes de cyberharcèlement coordonnés. Ketsia Mutombo, vous êtes, on l'imagine, intéressé notamment à ce cas-là, pas seulement, les cibles étaient essentiellement féminines. Oui, c'est une affaire qu'on a eu à commenter, notamment parce que ça expliquait beaucoup de dynamiques, de pouvoir, l'exclusion de femmes, d'un certain milieu professionnel et l'utilisation du numérique et des réseaux sociaux pour rendre cette exclusion beaucoup plus efficace, mais un peu dans l'esprit de la banalisation, de la faire passer pour quelque chose d'humoristique et si les victimes ne l'encaissaient pas, pouvoir les blâmer et montrer qu'elles étaient complètement fragiles et pas faites pour ce milieu-là. Il y a derrière une intention délibérée d'un ou plusieurs acteurs. Oui, complètement, d'éliminer des personnes d'une certaine sphère, parce que par exemple dans l'affaire de la Ligue du LOL, il y avait énormément de femmes qui étaient journalistes ou qui travaillaient dans les médias, donc qui avaient besoin pour des raisons économiques d'avoir une présence numérique, et elles ont été poussées hors des réseaux sociaux, donc ça avait vraiment un but très précis, celui de priver certaines personnes d'opportunités. Et sans à aucun moment qu'un modérateur ne puisse justement mettre un terme à ces pratiques-là. Il y a eu un moment dans les pratiques d'Internet, une espèce de montée d'une idée comme quoi Internet devrait être un espace où on pourrait tout dire, où ça devrait être normal parce que c'est le second degré, c'est le virtuel. Et on voit que les personnes plus jeunes, quand même, quand elles utilisent Internet, pour elles, c'est un espace où elles parlent de leur passion. Les enfants qui sont nés avec Internet créent de vraies relations. Mais pour des personnes qui ont connu Internet et les réseaux sociaux à un âge un peu plus intermédiaire, il y a eu un peu cette idée que ça devait être un no man's land et un endroit ou un lieu où rien n'avait d'importance. Donc c'est vraiment important que cette pratique change. Avec là aussi la banalisation du tort infligé aux victimes. On n'a pas le sentiment de soi-même de se rendre coupable de harcèlement. Nécessairement, je ne pense pas que les personnes qui pratiquent du cyberharcèlement n'en ont pas conscience, mais on arrive à s'en convaincre que parce que c'est sur Internet, ces violences-là. Et ceux qui assistent n'en voient pas toujours la gravité. Ceux qui assistent, tout dépend. Il y a des personnes qui veulent en rire, mais on sait que quand une personne on arrive à supprimer sa présence numérique, on sait quand même qu'il y a un tort qui a été fait. Karim Amellal, on le voit à travers ces différents exemples, il y a une double sanction pour les victimes, puisqu'à la fois elles sont directement victimes d'injures, d'insultes, mais en plus elles le sont au vu et au su de milliers, parfois de millions de personnes. Oui, absolument. Ces deux expériences sont évidemment très significatives. Je suis aussi un acteur associatif. On agit sur le terrain avec des jeunes qui sont victimes de harcèlement, avec un affaiblissement assez important de l'esprit critique et puis cette espèce de banalisation de la haine, du harcèlement que l'on observe sur les réseaux sociaux. Alors c'est une partie des réseaux sociaux, l'autre partie est aussi positive. C'est la double peine dont vous parlez, en fait c'est peut-être même la triple peine aussi, et ça nous amène d'ailleurs à la mission qu'on a conduite au rapport et à la proposition de loi que porte Laetitia Avia en ce moment. La triple peine, c'est ce que vous dites, mais c'est aussi le fait que parfois quand on signale, et même souvent, quand on signale des contenus qui sont des contenus harcelants, des contenus haineux, racistes, antisémites, etc., eh bien, on n'a juste pas de retour. On n'a pas de retour des plateformes. Ces signalements-là ne sont pas traités. Et du coup, il y a à la fois un sentiment de solitude très fort qui prévaut chez les victimes, d'isolement, évidemment, que, madame, vous avez évidemment vécu, ça va de soi, et que en plus, il y a un sentiment d'impunité de la part des auteurs, parce que, pour des raisons sur lesquelles on reviendra, l'anonymat, ou plus exactement le pseudonymat, on a l'impression, c'est ce que vous disiez, que sur Internet, finalement, on peut tout dire. On a encore ça qui est installé dans les esprits de beaucoup, dans nos esprits parfois. On a l'impression qu'on peut tout dire. Et de toute façon, il ne se passe pas grand-chose. D'où la nécessité, vraiment, c'est ce qui nous a guidés, c'est ce qui guide l'action de Laetitia Avia et la proposition de loi qu'elle porte, de responsabiliser non seulement les plateformes, mais aussi les auteurs d'infractions. Ce sont des délits, il faut le rappeler.
et également, vous en avez parlé, la société tout entière, parce qu'il faut qu'on soit conscient que ce qu'on n'a pas le droit de dire dans la rue, on ne peut pas dire sale juif, sale arabe, comme ça, place de la République, c'est la même chose sur Internet. Mais est-ce qu'Internet n'est pas le simple reflet de la société à travers lequel s'exprime cette bêtise et cette méchanceté qu'on observe dans la vie réelle? Il y a un effet de miroir, bien sûr, mais par le jeu des algorithmes, par des mécanismes d'amplification, de viralisation des contenus, on l'a vu avec la tragique affaire de Christchurch, par exemple, eh bien, on voit que un petit propos, si j'ose dire, haineux tenu sur une plateforme, sur un réseau social, sur Twitter, etc., peut prendre, avec la Ligue du LOL, c'est ce qui s'est passé, peut prendre très rapidement des proportions absolument effarantes, jusqu'à conduire à des phénomènes de raid, des phénomènes d'attaque en meute, et c'est en particulier le cas en matière de cyberharcèlement. C'est pour ça qu'il faut impérativement essayer de responsabiliser tous les acteurs de ce phénomène. Fabrice Epelboin, sur Internet, où finalement s'arrête la liberté, ou disons à partir de jusqu'à quel point Internet doit être un espace de liberté illimitée? Ça dépend de vos compétences pour utiliser cet outil. Si vous utilisez les bons outils, vous pouvez changer de nationalité assez facilement. Je voudrais revenir sur deux choses. Tout d'abord, la Ligue du LOL, qui est un fantastique petit laboratoire du harcèlement, qui aurait été vraiment une occasion d'introspection collective qu'on a totalement raté. L'angle donné sur le harcèlement féministe est totalement partiel. Il y a effectivement eu énormément de femmes harcelées par la Ligue du LOL, mais tout un tas d'autres formes de harcèlement ont eu lieu avec la Ligue du LOL, et il y avait pas mal de femmes dans le groupe de la Ligue du LOL. C'est juste une auteur de harcèlement. Auteur de harcèlement comme les autres. Il y a eu des harcèlements antisémites, il y a eu tout un tas de formes d'harcèlement qui n'ont pas retenu l'attention de la presse, tout comme le fait que typiquement on retrouve un membre de la Ligue du LOL au cœur de l'équipe Macron qui a donné cette nouvelle forme de militantisme online et parfaitement passé inaperçu dans la presse. Ensuite, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'on passe notre temps, et depuis déjà longtemps, à imaginer Internet comme le reflet de la société, éventuellement un prisme déformant. La réalité, c'est que ces outils, les réseaux sociaux, sont non seulement le reflet de la société, mais impactent même dans la société. On l'a vu à de multiples reprises, le printemps arabe jusqu'aux Gilets jaunes. Donc on a une capacité transformative de la technologie sur les sociétés et d'une façon générale sur l'ensemble de ce qui nous entoure, aussi bien les entreprises que la société dans laquelle on vit. Ce n'est pas le reflet d'une société, c'est aussi un acteur central de sa transformation, bien plus puissant que les politiques. Dans quelle mesure les réseaux sociaux ne participent pas aussi à déformer les comportements par la liberté qu'ils donnent et l'anonymat à ceux qui, justement, peuvent y émettre un certain nombre de messages? Totalement partie. Si vous changez les caractéristiques d'un environnement social, on va prendre l'extrême 4chan ou jeux vidéo, les forums de 18-25. Prenons 4chan. Vous êtes dans un environnement où il n'y a pas d'archives, pas de mémoire, pas d'identité et une masse de gens totalement internationaux qui communiquent essentiellement par l'image. Ce genre d'environnement social où effectivement tous les démembrements sont possibles vu qu'il n'y a plus de traces et qu'on ne sait même pas qui on harcèle, va donner lieu à des phénomènes tout à fait surprenants, comme Anonymous par exemple, mais de façon plus amusante, l'invasion des chats. On a tous vu passer dans tous nos flux de réseaux sociaux. Ce phénomène des chats comme iconique de l'Internet vient de cet environnement-là et a donné lieu à des sites dédiés. Et il y a une myriade de phénomènes qui et donc des attitudes comme par exemple le harcèlement qui n'aurait pas lieu sous cette forme dans la vie réelle, c'est ce que vous dites? Ah non, le harcèlement tel que l'a connu votre fille, c'est invraisemblable dans la vie réelle. Ou alors ça serait vraiment de l'ordre de l'exception. Cette pression qu'un gamin aujourd'hui peut subir 24 heures sur 24, ne plus avoir d'espace de liberté, ne serait-ce qu'en sortant d'environnement scolaire, avant, c'était pas possible. Quand il rentrait à la maison, il était déjà dans une forme de protection. Aujourd'hui, il n'a plus cette forme de protection, vu que les réseaux sociaux le suivent à la maison. C'est clair que ça a considérablement démultiplié une myriade de choses. Ça a donné naissance aussi bien à des formes de mouvements sociaux, comme le printemps arabe, qu'à des formes de comportement de groupe qui étaient totalement inconnues ou absolument embryonnaires. Tout type d'action coordonnée, donc. J'insiste. Pas seulement, même individuel. Oui. Psychologiquement, votre psychologie est modifiée par ces technologies. Ça a été prouvé, reprouvé et démontré dans tous les sens. Mais j'insiste, c'est une fonction transformatrice. Ces technologies sont en train de changer la société à tous les niveaux. Le communautarisme est directement lié, même si ce n'est pas la cause essentielle, est directement lié aux capacités de Facebook de nous rassembler. C'est dire qu'il faut les brider aujourd'hui ? Non, on n'est pas en mesure de les brider. Ces entreprises sont bien trop puissantes pour être bridées. Donc on renonce mais on est en train de leur passer une partie de notre système judiciaire. On n'est pas du tout en train de les brider. On les laisse sortir une monnaie internationale et devenir une espèce de banque centrale à terme. Et on leur confie une partie de l'appareil judiciaire qui consiste à réguler la liberté d'expression. On ne peut pas appeler ça du bridage. Vous avez dit beaucoup de choses qui intéressent nos autres participants. Malheureusement, c'est déjà la fin de la première partie du débat. Mais dans 3 minutes, vous aurez la possibilité de réagir à ce que vient de dire Fabrice Epelboin. Restez avec nous.
politique en partenariat avec Slate. Chaque semaine, Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani reçoivent des éditorialistes et décryptent avec eux les grands thèmes politiques qui font l'actualité du moment. Assurer, je pense en particulier, que le conflit paye toujours. Politique, en partenariat avec Slate.fr. C'est sur France 24 et France24.com. On est toujours ensemble donc pour le débat de France 24. C'est la deuxième partie à présent sur cette proposition de loi donc, qui durcit la lutte contre les propos haineux sur Internet. L'Assemblée nationale ici en France on a commencé l'examen et nous on en débat avec toujours à mes côtés Ketsia Mutombo, présidente et cofondatrice de l'association féministe contre le cyberharcèlement, avec également Nora Fraisse qui est présidente de l'association La Main Tendue de lutte contre les violences et les cyberviolences en milieu scolaire, dont je rappelle la fille Marion s'est donnée la mort, c'était il y a 6 ans, victime de harcèlement, un drame que vous racontez dans Marion, 13 ans pour toujours, paru aux éditions Calman Lévy, avec également à nos côtés Fabrice Epelboin, enseignant à Sciences Po Paris, cofondateur de Yogosha, une société de sécurité informatique, et puis également Karim Amelal, professeur également à Sciences Po, co-auteur du rapport sur la lutte contre la haine, le racisme et l'antisémitisme sur Internet. C'est ce rapport qui a servi de base de travail à la députée La République En Marche, Laetitia Avia, pour cette proposition de loi donc débattue actuellement à l'Assemblée. Et je vous donne d'ailleurs tout de suite la parole, Karim Amelal, car vous avez souhaité répondre à ce que disait Fabrice Epelboin dans la fin de la première partie de ce débat. Il expliquait en gros qu'ici en France, on ne cherche pas réellement à brider ces géants de l'Internet, puisqu'on leur délègue de plus en plus de pouvoir, de pans finalement de notre société. Ouais, juste quelques précisions sur notamment une question que vous avez posée sur la liberté d'expression. C'est quelque chose qui revient souvent, parce qu'on dit oui, c'est une loi qui peut-être pourrait être liberticide, et c'est vrai que les propos qu'on tient en public ou sur les réseaux sociaux participent de la liberté d'expression. Une précision qui est très importante, c'est que ça n'est pas la liberté d'expression. Des propos racistes, des propos antisémites, des propos anti-musulmans, que sais-je encore, ce sont des abus de liberté d'expression. C'est très vieux. On a une tradition en France qui remonte à 1789, c'est l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. Ce sont des abus de liberté. Qui plus est, les appels à la violence, à la haine. Exactement. Et un cultural gap gigantesque qu'on ne maîtrise plus du tout, qui est que la plupart des Français sont persuadés qu'on est sur un modèle finalement américain, premier amendement, et sont persuadés que la liberté d'expression est synonyme de la démocratie. Oui, et synonyme de liberté. La liberté d'expression serait synonyme de liberté de conscience, qui n'est pas la même chose. Absolument. Et quand on leur explique qu'il y a plus de 200 lois qui restreignent la liberté d'expression, dont la loi Guesso est probablement la plus célèbre, ils commencent à réaliser que non, on n'est pas aux États-Unis. Le problème, c'est qu'ils associent liberté d'expression avec démocratie. Et le jour où celle-ci va fondre, enfin la version américaine, qui aujourd'hui est... Après, il faut simplement leur rappeler la loi, leur expliquer la loi, les sensibiliser à la loi. On peut pas dire que jusqu'ici, c'est important quand même. On est face à un problème qui est finalement assez simple. On a des acteurs qui certes sont transnationaux, certes sont des acteurs technologiques majeurs, qui ont des vertus, on l'a déjà évoqué, mais qui, enfin, dans un cadre national comme celui de la France, sont aussi confrontés à la loi. La loi, ce sont nous tous qui la votons à travers nos représentants. C'est le cas en ce moment avec la proposition de loi de Laetitia Avia. La loi est très claire sur ce sujet. En matière de liberté d'expression, la liberté d'expression est restreinte. On a le droit de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. On connaît cette formule. C'est valable partout, c'est valable dans la rue, et ça doit être valable sur des espaces numériques. Il faut évidemment faire en sorte que les acteurs dont on parle, appliquent cette loi. Et pour cela, il faut que la loi soit effectivement simplifiée. C'est le but de cette proposition de loi. Il faut qu'elle prévoie des sanctions, parce que sinon ça sert à rien, et on sait très bien que s'il y a le bâton financier, le bâton des sanctions, des acteurs économiques, quels qu'ils soient d'ailleurs, seront beaucoup plus enclins à appliquer la loi. Il faut simplifier les modalités de signalement. Enfin, c'est des choses qui sont finalement assez simples. C'est simplement qu'on n'a pas agi pendant très très longtemps en France et finalement partout ailleurs. Et je crois qu'il y a un consensus aujourd'hui pour essayer de responsabiliser ces acteurs, de responsabiliser la société, pour essayer de responsabiliser tout le monde finalement, parce que c'est un fléau qui nous touche tous et il est temps d'agir. Nora Fraisse, cette proposition de loi, elle suggère de donner que d'abord les plateformes se dotent de moyens de modération interne qui leur permettent de retirer sous 24 heures des contenus haineux signalés par des internautes. Il y aurait notamment... Manifestement, c'est très important. Manifestement haineux. Non, c'est pas... c'est manifestement haineux. Oui, légalement, c'est important. Oui, mais c'est très important. Dans l'application de la loi. Légalement, c'est très important. Des contenus manifestement haineux signalés par un internaute au moyen d'un bouton qui serait désormais obligatoire sur les pages en question. Ce que vous nous avez expliqué dans la première partie de cette émission, c'est que l'entourage de votre fille n'avait pas conscience de la haine qu'elle subissait sur Internet, n'aurait donc pas eu
la possibilité de signaler ces contenus? Alors, on va prendre un peu de hauteur, on ne va pas rester juste sur ma fille. Non, mais on imagine que beaucoup d'enfants vivent ce drame et ce calvaire, parce que c'est un véritable calvaire. Oui, si je suis sur le terrain depuis 6 ans, c'est aussi pour ça. Si elle avait fait un signalement via Facebook, en disant, voilà, je semble être harcelée, etc. Mais c'est très compliqué. Moi, je trouvais que l'idée du bouton unique, c'était plutôt pas mal, un petit peu comme un bouton push ou appel au secours. Pourquoi ? Parce que vous allez sur telle plateforme, il y a un processus. Vous allez sur une autre plateforme, c'est un autre processus. Il faut pratiquement avoir un diplôme d'internaute, vraiment, pour pouvoir s'en servir. C'est de se dire, en tout cas, moi, je me sens en danger. On peut déclarer sur la plateforme Pharos, on peut faire plein de choses. Aujourd'hui, le but, c'est de dire il faut arrêter cette haine sur les réseaux sociaux. Il faut éduquer sur l'altérité. Il faut qu'on donne des moyens aux jeunes et aux moins jeunes de trouver des solutions et surtout, comme vous dites, de responsabiliser les fournisseurs. Parce que c'est à la fois les auteurs... Ils se disent, de toute façon, il ne va rien m'arriver. Ils peuvent signaler, mon compte sera suspendu 2 heures, je continuerai. Donc, il faut mettre fin à l'impunité, responsabiliser les uns et les autres. Je ne dis pas que ça va forcément marcher, mais il faut donner un signal fort que la France s'intéresse à ces sujets-là. Et quand on parlait tout à l'heure de la Ligue du LOL, moi, cette Ligue du LOL, qu'est-ce qu'on dit pour le harcèlement ? Souvent, ils disent, c'était juste pour rire. Sauf que moi, je ne connais pas cette Ligue du LOL, je ne sais pas qui l'a composée. Mais j'imagine que peut-être, c'était un groupe qui peut-être intervenait déjà à l'école, puis peut-être encore plus jeune, qu'on n'a pas arrêté. Et si on s'intéresse à ce sujet-là dès la maternelle, dès la socialisation, alors peut-être on va arriver à ce que la Ligue du LOL n'existe plus demain chez nos adultes. Parce que les enfants d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain. Donc c'est une priorité nationale, c'est pas un gadget, c'est vraiment une volonté. Et anti-haine, c'est aussi dire aux enfants, parce que nous, quand on travaille sur le harcèlement, par exemple à l'école, et qu'ils se font traiter, je ne sais pas, de sale noire, sale arabe, etc., ils vont nous dire c'est du racisme. Mais quand ça est répétition et c'est un stigmate, eh ben on rentre dans le harcèlement. Donc ça procède aussi de ça. Et donc moi, je suis vraiment pour que cette loi elle aille jusqu'au bout. Vous n'en serez peut-être pas satisfait, mais il faut donner un signal fort pour les victimes aussi. Garantie que vous ne serez pas satisfait à terme non plus. Ouais, mais moi, à un moment, j'essaie d'être optimiste parce qu'il y a trop d'enfants qui souffrent, il y a trop de femmes qui souffrent, il y a trop d'hommes qui souffrent. Alors peut-être que c'est pas parfait, mais à un moment, si on met pas les pieds dans le plat, on n'y arrivera pas. Parfait, vous pensez que ça va pas marcher, Fabrice Epelbaud? Ce sera inefficace, c'est ce que vous dites? Il y aura des effets de bord dans tous les sens. Effets de bord, c'est-à-dire? Je vais vous prendre un exemple très précis. En 2010, Ben Ali, qui à l'époque était le dirigeant de la Tunisie, avait mis en place une technique qui utilisait ces boutons de reporting sur Facebook sur une loi très simple que Facebook a toujours eue, qui est vous êtes obligé d'avoir votre vraie identité sur Facebook et si vous utilisez une identité qui n'est pas la vôtre, votre profil est supprimé. Vous pouvez utiliser un pseudonyme, pas du tout, pas sur Facebook. C'est contraire aux règles d'utilisation de Facebook et ce depuis le tout début. Ça a été l'une des éléments différenciateurs de Facebook par rapport à MySpace. Au début, depuis le tout début. Ça a été possible de s'inscrire sur Facebook. Évidemment, encore aujourd'hui, vous pouvez ouvrir un compte avec. Mais on a des enfants de 8 ans ou 9 ans qui ouvrent un compte. Bien sûr. Bah oui, toujours est-il que dans les conditions générales de donc ils trichent. En fait, ce que vous dites, c'est tous ceux qui utilisent un pseudonyme ou n'ont pas l'âge requis pour ouvrir un compte trichent. Dans toutes les dictatures, tout le monde utilise un pseudonyme, évidemment, parce que c'est justement une façon de pouvoir avoir accès à un minimum de liberté d'expression. Et c'était pas le cas en Tunisie. Mais si vous utilisez un pseudonyme sur Facebook et que des gens signalent votre profil comme étant un faux, utilisant un faux nom, Facebook vous demandera vos papiers d'identité. Si vous n'êtes pas en mesure de les fournir, coupera votre profil. Et cette technique a été utilisée par la cyberpolice de Ben Ali pour mettre en place des pages qui appelaient à dénoncer comme faux profil des filles qui étaient légèrement dévêtues et qui prenaient des bains de soleil en Tunisie, typiquement, et glisser au milieu de tout ça des opposants politiques qui étaient également désactivés. Mais enfin, ça a très bien marché. La France n'est pas la Tunisie. Pas du tout. Vous voulez dire que c'est un moyen pour permettre une délation, y compris de personnes qui n'ont rien à se reprocher? Non, très concrètement, ça peut être instrumentalisé dans tous les sens. Ce genre d'effet de masse va donner naissance encore plus qu'aujourd'hui, à des phénomènes du type Ligue. On parle de contenus manifestement haineux qui sont aisés quand même à vérifier, non? Précision utile. Cette loi a une particularité qui est totalement unique. C'est qu'elle ne sera pas appliquée dans les tribunaux et mise en place par la police. Elle va être appliquée dans des call centers utilisés par Facebook pour modérer les partis francophones, c'est-à-dire celui de Rabat et celui de Barcelone. Et utilisée par des gens payés au lance-pierre qui d'ailleurs au bout de 3-4 mois deviennent plus ou moins fous, ça a été largement documenté, et qui passent leur temps à modérer des contenus pornographiques, des contenus pédophiles. C'est à eux qu'il reviendra de vérifier. Il reviendra de décider en l'espace d'à peu près un peu moins d'une seconde en temps moyen sur une image et un peu moins de 20 secondes sur une vidéo, s'il s'agit d'un contenu violent, sexuel, etc., etc. Et si ça répond à violence sexuelle, haine, machin truc,
Ça sera le cas échéant, les plateformes s'exposent quand même à des sanctions si elles ne font rien. Non, parce qu'elles vont censurer, histoire justement d'éviter ces sanctions qui sont objectivement monstrueuses. Ce sont des elles vont vues censurer. d'esprit. Donc vous voulez dire qu'elles iront plus loin que ce qu'on leur demande? Et pour protéger. Il n'y a pas de sanctions particulières. C'est plutôt une bonne nouvelle du coup, parce que si elles font ça pour se protéger, elles protégeront la population. On arrivera peut-être à nos fins, notamment des jeunes filles qui sont victimes de revenge porn et qui ont un grand risque de suicide. Vous avez parfaitement raison. Donc, par contre, ça aura des effets de bord. C'est-à-dire que vous allez avoir des millions de personnes pour dire que ça aura des effets de bord. Quel est le précédent pour dire que sur quoi vous fondez? Je viens de vous l'expliquer. Il y a une analyse. C'est honnêtement pas un exemple 20 exemples de très type. pertinent. Si vous regardez la façon dont la fachosphère utilise les réseaux sociaux, vous allez trouver 20 ans d'expérience et des façons de contourner tout et n'importe quoi qui sont particulièrement... Non, si vous me parliez de l'Allemagne qui a voté une loi similaire l'année dernière, je veux bien qu'on puisse discuter sur cette base-là, parce que ça, on évoquera l'efficacité ou pas d'ailleurs de la loi allemande. L'Égypte de Moubarak, en matière d'utilisation et d'instrumentalisation des réseaux sociaux, honnêtement, c'est pas très pertinent. On va écouter Ketsia Moutombo. On va écouter. J'aurai une question d'ailleurs également pour vous juste après, mais d'abord je vais vous faire réagir, Ketsia Moutombo, à ce qui se dit. Je voulais revenir sur la question de l'anonymat et de la délégation des prérogatives légales à ces plateformes. Je comprends la réticence, mais actuellement il y a une derrière ces contenus malveillants et violents, il y a des personnes qui peuvent être lésées dans leur profession, dans leur milieu social, dans leur intégrité physique et psychique. Donc il faut quand même une action, étant donné qu'il y a des personnes qui sont surreprésentées parmi les victimes. Et il suffit d'être vulnérable dans la société déjà en général. Et on voit qu'il y a... qu'on peut cibler déjà aujourd'hui les gens qui sont plus susceptibles d'être victimes de cyberattaques et donc d'éviter les bavures, entre guillemets. Le cyberharcèlement et les cyberviolences sont, moi je crois, complètement un effet, un continuum entre les violences qu'on s'autorise dans l'espace plus physique et dans l'espace immatériel. Et dans le cas des enfants, c'est difficile de savoir lesquels sont plus prompts que d'autres à être victimes de harcèlement, par exemple. Quand même, on peut voir que dans les classes, il y a des enfants qui sont les enfants en situation de handicap. Il faut vraiment le dire. Si des enfants sont... ça, c'est très important. Il n'y a pas de profil type de victime. Ça laisserait penser à un enfant qu'il a une part de responsabilité dans ce qui est suivi. Ça va être un enfant noir dans une classe de blanc. C'est pas de dire que... Ça peut être un enfant handicapé, ça va être avec un accent, mais surtout ne jamais faire culpabiliser la personne victime. C'est pas du tout dans non, mais c'est très important. De culpabilisation. On est sur le terrain pour le dire. C'est pas du tout dans un souhait de culpabilisation. Surtout pas. Moi, j'essaie d'expliquer que justement les violences qu'on s'autorise et qui sont dans la société, elles se manifestent dans le numérique parce que ce sont les mêmes personnes qui composent. Mais vous dites qu'il y a des caractères objectifs qui peuvent expliquer les violences dont sont victimes certains. Les victimes qu'on accompagne. Et aussi pour revenir sur l'anonymat, c'est pas du tout. La suppression de l'anonymat n'est pas nécessaire pour lutter contre les cyberviolences parce que nous, on a accompagné beaucoup de cas où les agresseurs et les victimes se connaissaient. Donc c'est vraiment cette impunité qui a fait que, identité connue ou pas, des personnes peuvent être violentes sur Internet. Exemple du rôle ambivalent des plateformes que vous connaissez sans doute évidemment via votre association, ce hashtag MeToo qui a permis de libérer la parole et à tant de femmes de faire état des harcèlements dont elles sont ou elles ont été victimes sur le lieu de travail et parfois en dehors. Est-ce qu'il n'a pas donné lieu là aussi à des dénonciations parfois calomnieuses et donc à des attaques contre certaines personnes qui se retrouvaient prises pour cible? C'est vrai qu'il y a souvent cet argument... et donc le cas que décrit un peu finalement Fabrice Epelmoin sur les effets de bord, comme on dit. La justice des réseaux sociaux, mais il faut déjà un peu faire un état des lieux actuel, c'est qu'en matière de violence numérique, de violence faite aux femmes, il y a un manque dans la prise en charge des victimes. Nous, par exemple, quand on s'adresse à des personnes, on doit leur rappeler, on peut pas, un agent ou un officier de police judiciaire ne peut pas refuser de prendre votre plainte. Sur Internet, c'est de la vraie violence, c'est pas de la fausse. Vous subissez des préjudices et qu'on sort. Donc, c'est différent. Ça a permis de faire une condamnation sociale autour de ces actes. Mais l'utilisation d'Internet comme un outil de dénonciation, est-ce que ça ne porte pas aussi des risques que vient de décrire Fabrice Epelmoin? La dénonciation n'est pas le premier but de ces hashtags. Ça a d'abord été de se rassembler et de pouvoir trouver une communauté d'expérience et de dire, je subis ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui subissent ça? Et forcément, à un moment... la dénonciation arrive, mais parce qu'elle est plutôt une réclamation de justice. Donc il faudrait déjà que le système judiciaire puisse prendre en compte de meilleure façon ces violences, et après on pourra dire aux victimes, demander d'attendre le temps judiciaire pour être rétablis dans leurs droits.
C'est vrai qu'il y a des... Excusez-moi, mais vous avez raison. C'est qu'aujourd'hui, on a quand même un arsenal judiciaire. La loi du 4 août 2014, le harcèlement et le cyberharcèlement reconnu comme un délit. La loi du 3 août 2018 pour les raids numériques. Et les victimes, quelles qu'elles soient, vont porter plainte, tentent de porter plainte. Souvent, c'est classé sans suite. Donc, au-delà du sentiment d'impunité, il faut aussi qu'à un moment, ne pas multiplier les lois, mais les appliquer. Parce qu'il n'y a rien de pire pour une victime de ne pas avoir d'avis à victime. Voilà. Et donc, pour toutes ces violences-là, pour toutes ces victimes, il faut maintenant appliquer la loi. Pour moi, ce que vous allez préparer à l'Assemblée nationale, c'est aussi une façon de dire aux uns et aux autres, on a compris que la haine sur Internet existait, on la prend en charge, on va essayer de la réduire, mais il faut que les parquets poursuivent et qu'il y ait des vraies condamnations. Il faut marquer le coup. Et notamment, moi, mon credo, c'est les enfants, vous l'avez bien compris. Mais ce sont les adultes de demain, donc voilà, il faut en parler. Effectivement, il faudrait appliquer la loi, mais pour ça, il faudra avoir des moyens avec la justice. On est les derniers en Europe en matière de budget de justice. Donc, si vous n'avez pas le juge, vous n'allez pas pouvoir appliquer la loi. C'est pas possible. Là, on est en train de confier à Facebook l'application de la loi. Donc, effectivement, ça sera beaucoup plus efficace. Mais Facebook ne peut pas être condamné à une peine une sanction allant jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Ça, vous n'y croyez pas? Je peux même vous dire que je l'espère. Mais au-delà de mes problèmes personnels avec Facebook, et je serais ravi qu'ils écopent d'une telle amende, la problématique est autre, c'est l'équilibre qu'on met entre cette sanction terrible, 4% d'un chiffre d'affaires mondial, donc vraiment pour ce qui concerne Facebook, une somme absolument phénoménale, et le fait que logiquement, les systèmes de modération de Facebook, les équipes de modération de Facebook ne prendront pas de risques. Et c'est bien normal. Qui va risquer d'un excès de zèle, c'est ce que vous dites. Personne ne va risquer 4% de son chiffre d'affaires mondial pour protéger la liberté d'expression ou pour se dire que dans un cas gris, c'est pas tout à fait du racisme, c'est borderline. Si ça passait devant un juge, ça se plaide, comme on dit, mais Facebook ne va jamais prendre ce genre de... Donc une loi ultra efficace, c'est ce que vous nous décrivez. Ça sera ultra efficace, et la mais France, il y aura un effet de bord immédiat. C'est qu'une quantité faramineuse de gens auront l'impression, du fait même qu'ils vivent dans une vision de la démocratie très américaine, au final, d'une restriction, d'une régression terrible de la démocratie, et ça aura des conséquences. Karim Amelaï, ça risque pas, voilà. Si, mais j'entends bien cette critique, effectivement, du surblocage. On parlait d'une loi qui a été votée en Allemagne, qui date de l'an dernier. Voilà, qui a fait l'objet de mêmes craintes. Dans les faits, au final, c'est plutôt l'effet inverse qui lui est reproché, c'est qu'elle n'a pas entraîné de retrait de contenu à mesure de ce qu'on en attendait. D'après un certain nombre d'acteurs associatifs en Allemagne, elle a quand même entraîné une réduction. On ne fera jamais disparaître la haine, toute la haine, jamais. Le but, c'est un signal politique, c'est de sensibiliser les gens, les plus jeunes, de faire en sorte que les gens connaissent la loi, etc. C'est vraiment un effet de signal, peut-être la première vertu de ces législations-là. Mais ça a entraîné quand même une prise de conscience généralisée et une réduction de l'intensité de la haine. Il y a sans doute j'entends cette crainte du surblocage, elle est légitime, bien sûr. Je crois... On verra, mais je crois que la proposition de loi et la loi qui, je l'espère, va être votée, prévoit un certain nombre de garde-fous, des entités de coopération entre les plateformes, les pouvoirs publics. Le juge reste, il faut le souligner, en dernier ressort, la seule instance à même effectivement de dire si un contenu ou un propos est légal ou illégal. Comment on lutte contre les délais inhérents à la justice aujourd'hui en France ? Ces plateformes ont une telle responsabilité que effectivement, il faut qu'elles l'assument, il faut qu'elles en assument le prix et il faut qu'elles fassent une partie du travail. Comment on lutte contre les délais inhérents à la justice française? Et typiquement là, on est sur des contenus qu'il faut retirer très rapidement. Oui. Et puis l'anonymat qui permet aussi à beaucoup de s'abriter et finalement de diffuser des contenus sans conséquence, quand bien même ils seraient supprimés. Oui, alors l'anonymat, c'est plutôt le pseudonymat parce que il n'y a pas vraiment d'anonymat. Je veux dire, quand on s'inscrit sur un réseau social, on peut s'appeler Doudou72, mais on est obligé à un moment ou à un autre de fournir un justificatif d'identité. Donc le problème auquel on est confronté, c'est le pseudonymat. Je ne crois pas du tout qu'il faille supprimer le pseudonymat. C'est un élément essentiel de la liberté d'expression. On doit avoir le droit de pouvoir s'exprimer en se nommant, se prénommant Doudou72. Ça, c'est pas le problème. En revanche, il faut que s'il y a une infraction qui est commise, eh bien la justice puisse obtenir rapidement l'identité de l'auteur de l'infraction. Sous quel délai, c'est déjà le cas, très rapidement, aussi vite que possible. Effectivement, ce sera le cas. Il y a l'idée de créer un parquet, de créer un parquet spécial pour les infractions haineuses, renforcer les moyens de la justice. La loi de programmation de la justice prévoit le dépôt de plaintes en ligne. Il faut davantage responsabiliser les auteurs d'infractions. Les ordonnances pénales permettront de les sanctionner plus rapidement. Donc il y a tout un effort qui est fait. Évidemment,
c'est pas suffisant et on n'arrivera pas à tout supprimer et il y a un certain nombre de craintes légitimes qui se posent, mais il faut faire quelque chose. C'est juste qu'il faut faire quelque chose. Tout le monde est d'accord là-dessus et on peut être en désaccord sur des points techniques, ce que vous voulez, non, pas sur des mais points techniques. il faut essayer de faire quelque chose pour réduire l'intensité de la haine sur Internet, sur les réseaux sociaux en particulier, et faire prendre conscience à tout le monde que sur Internet, comme dans la vraie vie, on ne peut pas tout dire. Qu'on soit réfugié derrière un pseudo ou pas. Ketia Mutombo, quand on voit la difficulté, ne serait-ce qu'à taxer les GAFA à hauteur de leurs bénéfices ici en Europe, vous croyez, vous, qu'on parviendra demain à leur faire retirer de force des contenus ? Cette loi, elle a quand même le mérite de rendre la modération, de l'inscrire dans la loi, ce qui était un peu discrétionnaire pour leur part. Donc ça ajoute un levier de pression et il fallait faire quelque chose parce que actuellement toutes ces lois et toutes les règles de communauté générale de ces réseaux sociaux, de ces grandes plateformes ou ces hébergeurs de contenu étaient assez opaques et il n'y avait pas la possibilité de faire un recours. C'est pour ça que quand même j'apprécie dans la loi le fait qu'on puisse faire des recours sur la suppression ou non d'un contenu. Et puis déjà, il faudra voir l'application, mais c'est quand même déjà un signal fort. Merci beaucoup, Ketia Mutombo. C'est déjà la fin de ce débat. Merci à Fabrice Epelboin, merci à Nora Fraisse et à Karim Amellal qui ont bien voulu débattre. Mais on en reparle tout de suite avec un œil sur les médias. Restez avec nous.